Hello tout le monde, dans cette vidéo on va parler de polynômes. Alors on va parler de racines d'un polynôme P et on va s'intéresser aux racines de son polynôme dérivé P', et vous allez voir qu'on va quand même apprendre pas mal de choses. Je vais traiter ça à travers deux oraux, min, pont, MP et X. Mais n'ayez pas peur, en fait, si vous êtes un peu frileux sur la difficulté de ces genres d'oraux, vous allez voir qu'une fois qu'on a donné l'indication, c'est quand même beaucoup plus facile. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc sommaire. D'abord on va parler de dérivés logarithmiques, ce qui va nous permettre, ce concept va nous permettre vraiment de simplifier les oraux en question, et vous allez voir que c'est assez fructueux. Ensuite, on va s'intéresser à Noral Min-Pond, donc qui utilise ce concept de dérivée logarithmique. C'est un grand classique qu'il faut vraiment connaître, vous allez voir ça. Et puis après, on va traiter le théorème, en fait, on va prouver le théorème de Gauss-Lucas, qui dit que les racines de P' sont incluses dans l'enveloppe convexe des racines de P. Donc je ferai un petit rappel sur les convexes et l'enveloppe convexe, assez rapide, mais vous allez voir que c'est vraiment instructif. On peut vraiment faire des dessins et localiser comme ça les racines, c'est assez sympa. Et enfin, petite cerise sur le gâteau, une application qui est tombée à Noral, donc en 2025, min.mp, de ce truc-là, qui permet de trouver un hyperplan H tel que P de H égale à C tout entier. Donc c'est une application que je connaissais pas et qui est vraiment très sympa. Allez, en guise d'apéro, vous allez voir, ça va aller vite. Juste le concept de dérivée logarithmique, c'est vraiment pas dur et c'est d'une grande utilité. Donc faut vraiment connaître. On se donne un polynôme de C de X et dans l'ensemble des fractions rationnelles C de X, c'est-à-dire des quotients de deux polynômes formels, on va poser L de P égale à P' sur P. Alors évidemment, il faut que P soit non nul. Ouais, quand même. Alors, si vous avez jamais vu ça les premières années, si vous n'avez pas encore vu les fractions rationnelles, ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt le voir. Vous avez quand considérer, pour l'instant, juste qu'on fait ça, considérez P comme une fonction polynomiale, et L de P, vous voyez défini en fait sur C privé des racines de P. D'accord? C'est une réunion comme ça d'intervalle, sur l'ensemble de définitions, c'est une réunion d'intervalle comme ça. Ouais. Voilà. Voilà, sinon, vous pensez juste à ça comme un quotient formel de deux polynômes. D'accord? Et alors, vous avez montré que si Q appartient à C de X et non nul, alors L de PQ égale à L de P plus L de Q. Donc, vous voyez pourquoi on appelle ça la dérivée logarithmique. Déjà, P' sur P, c'est la dérivée de Ln de P. Et puis, vous voyez que L de PQ, en fait, elle transforme le produit en somme. C'est quand même assez cool d'avoir une fonction comme ça qui transforme le produit en somme et que t'es pas obligé de prendre le logarithme avec des trucs qui sont strictement positifs. Donc là, je prends des polynômes dans C de X, quoi. C'est ça qui est plutôt cool. Ouais. Donc montrez ça en 10 secondes et après on passe au premier résultat, au premier zéro. Bon, je corrige pas ce que j'ai dit tout à l'heure, la dérivée logarithmique c'est quand même assez simple, j'espère que tout le monde a trouvé. S'il y a un problème, dites-moi dans les commentaires, mais je pense que ça devrait être accessible pour tout le monde. Alors, on passe au premier résultat, première application de cette dérivée logarithmique ici, avec un oral qui revient vraiment tous les ans. Donc là, je vous ai mis oral XMP 2016. En 2008, c'était à l'ENS MP. Alors ça, c'est mes annales à moi, mais enfin, c'est certainement retombé encore dans les années suivantes. Min.mp 2019 et je l'ai revu plus récemment dans les 2024, 2025. Bon. Ça tombe facilement tous les ans. Ouais, alors ça change un peu, mais c'est vraiment un classique. Faut bien connaître. Ouais. On se donne P appartenant à R de X scindé dans R de X. Scindé, vous vous souvenez ce que ça veut dire? Ça veut dire il est produit de polynômes de degré 1. D'accord? Donc il peut y avoir de la multiplicité, mais voilà. Il n'y a pas de... Voilà. Scindé dans R de X que des polynômes de degré 1. Montrer que toute racine multiple de P' est aussi une racine de P. Ouais, c'est classique ça. Et deuxième chose, déterminer le signe de la fonction polynomiale P seconde moins P' carré sur R. À vous de jouer. Alors solution, vous allez voir qu'une fois qu'on a l'idée de penser à la dérivée logarithmique, ça fait quand même pas mal baisser le niveau de l'oral. C'est pour ça que ENS, MP, ok, moi ça se sélectionne du coup ceux qui connaissent, quoi. C'est une sorte de sélection par la culture maths, quoi. Ouais. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais il y a quand même des trucs à dire, on va le faire. Voilà. Tout ça, il faut le connaître, c'est un classique, il faut le connaître. Et puis, cette dérivée logarithmique,
T'échappes pas quand même, hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? P est scindé dans R de x, donc on va l'écrire comme ça, comme produit de k égale 1 à r de x moins lambda k à la puissance alpha k. Donc les lambda k, c'est les racines réelles ici, alpha k, c'est les multiplicités, et a, on va dire c'est un réel. Ok. Donc on les prend réels, tout ça, différents, voilà. Et après on va noter, les racines, on va appeler z de p. On va appeler ça z de p. Ok. On va voir, j'ai l'impression que le 1, c'est quand même c'est vrai pour des polynômes dans C de x. Non? Bon, on va voir dans la preuve. Pour l'instant, je ne m'avance pas, on va voir. La preuve va nous le dire. Et alors maintenant, on va calculer la dérivée logarithmique de P. D'accord? Bon, parce qu'on sait que ça sert ici, c'est un peu miraculeux, mais voilà. Bien, alors bon, le truc c'est que la dérivée logarithmique, vous avez vu, bon, on l'a dit, elle transforme le produit en somme. Donc ici, on a un produit, donc on va transformer ça en somme. Ouais, donc comme il y en a plein, alors évidemment, si le produit de plus de 2, ça fait la somme, par récurrence immédiate, le produit de n, ça va faire la somme des n. D'accord? C'est pas très dur à vérifier. Bon, alors pour faire ça un peu rigoureusement, alors soit vous travaillez dans l'espace des fractions rationnelles, si vous connaissez déjà ça. Sinon, vous dites, l'égalité, elle est vraie sur... Alors, où est-ce qu'elle est vraie? Partout où ce truc-là s'annule pas. D'accord? Donc, on va dire sur C privé de Z2. Ok? Donc, même sur C, ou alors sur R, ici, on est dans... Pourquoi pas dans R? R privé de Z2P. On voit ça comme des fonctions polynomiales, ou alors sur R de X, ensemble des fractions rationnelles, ou sur C de X. L de P, c'est la somme des... L de machin plus L de A, polynôme constant, mais L de A, ça fait la dérivée de A sur A, bon, et donc ça fait 0. Ça va jusqu'ici? Donc ça fait P' sur P, et ça on va le calculer. Alors ça fait quoi? Et vous allez avoir donc alpha k qui descend, x moins lambda k à la puissance alpha k moins 1 divisé par alpha k x moins lambda k à la puissance alpha k. D'accord? Donc P' sur P, c'est égal à la somme de k égale 1 à r des alpha k sur x moins lambda k. Voilà, comme ça on va le retenir. Ouais. C'est aussi valable dans C2x, vous allez voir dans le terme de Gauss-Lucas, là, on va utiliser ça aussi, donc bon, voilà, on va le retenir ici. Donc c'est vrai aussi dans C2x. Bon, et alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? On va dire, ah ouais. Alors bon, imagine que tu as une racine, alors premier résultat, si on prend une racine multiple de P, alors la racine multiple, c'est-à-dire au moins une racine double de P', montrer que c'est aussi une racine de P. Alors l'idée, c'est que tu vas pas y arriver comme ça, parce que si tu veux montrer que c'est racine de P, le problème, c'est que là, tu vas diviser par 0. Ok? Donc on va faire par l'absurde, évidemment, et on va supposer que c'est pas une racine de P. Et alors pour faire apparaître P seconde, bon, c'est une racine double de P', donc ça veut dire c'est racine de P' et c'est racine de P seconde. D'accord? Donc on va dériver évidemment ça. D'accord? Bon, alors ça fait quoi? Donc on dérive ça, donc on est toujours sur cet ensemble là. Alors ça fait quoi? U', alors la dérivée de U sur V, donc ça fait P seconde P moins P' au carré, divisé par P carré. Ça vous dit quelque chose? Est égal, et puis alors après tu dérives ça, voilà, dérivée de 1 sur U, alors ça fait moins la somme de k égale 1 à R, pardon, alpha k, x moins lambda k puissance, au carré. Puis d'ailleurs, ça va être vite vu. Regardez. Imagine que donc soit lambda appartenant à R, donc une racine de P, une racine double de P seconde. Donc P', donc tel que P' de lambda est égal à P seconde de lambda est égal à 0, et il faut montrer que P de lambda est égal à 0. Ouais, c'est ça, ça veut dire que c'est racine au moins double. Bon, c'est pas très dur. Par l'absurde. Sinon, on injecte, on met lambda là-dedans, on a le droit, puisqu'en fait, on n'est pas sur les racines de P. Ouais, lambda n'est pas une racine de P. Du coup, là, ça fait 0, parce que P' de lambda égale 0 et P seconde aussi. Mais du coup, ça fait 0. Sauf que ça, c'est pas possible, les amis. Pourquoi? Parce que ça,
et ben c'est strictement négatif. D'accord? Donc ça peut pas faire 0. Ok? Voilà, donc du coup, impossible. Impossible. Ok? Alors j'ai réfléchi 2 secondes et c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit une bêtise, j'ai dit ouais, ça se trouve c'est vrai dans C de x. Bon, alors montrez-moi, trouvez-moi un contre-exemple. Trouvez-moi un polynôme de C de x, bah voilà, qui était que avec une racine de P' au moins double et qui n'est pas racine de P. C'est pas hyper dur, cherchez pas compliqué. Vous allez trouver ça, je vous laisse faire. Vous l'avez? Bon, moi j'ai pris ça comme polynôme, j'ai pris x cube moins 1. Bah, x cube moins 1, c'est car il est scindé dans R de x, enfin dans C de x, mais pas dans R de x. C'est x moins 1 facteur de x au carré plus x plus 1, comme chacun sait. Et en fait, en gros, si vous regardez le polynôme dérivé, regardez, ça fait 3x carré, le dérivé seconde, ça fait 6x. Dans 0, elle est racine double de P', mais elle n'est pas racine de P. Ouais. Et en fait, on l'a bien vu tout à l'heure, on a utilisé comme le signe. Hein, pour montrer, il y a une contradiction, c'était la somme des lambda k ou des alpha k sur x moins lambda k, x moins alpha k au x moins lambda k au carré est strictement négative, on a utilisé ça quoi. Ouais. Une somme strictement négative. Maintenant, ça marchait pas. Donc non, je peux rêver, désolé. Bon, on finit avec la question 2. En fait, on l'avait déjà prouvé sans faire exprès. C'est-à-dire que en arrivant tout à l'heure, on est tombé sur notre fameuse fonction là. Et là en bas, tu divises par p carré qui est positif. Et là, en fait, faut pas oublier que les alpha k c'est des multiplicités, donc c'est des entiers. Donc c'est positif, là c'est strictement, tout ça c'est strictement positif. Du coup là, au total, c'est strictement négatif. Donc le signe de cette fonction, sur R, c'est carrément strictement négatif. Voilà. Bon, grand classique qu'il faut connaître, et vous avez vu que une façon de l'atomiser, c'est d'utiliser cette fameuse dérivée logarithmique, donc à retenir cette histoire. Dérivée logarithmique. Allez, on continue. Alors, avant de s'attaquer au théorème de Gauss-Lucas ou de Lucas, faut comprendre ce que c'est. Il faut faire un peu d'ensemble convexe. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de premières années qui regardent, donc je vais quand même un petit peu détailler un peu. Alors, désolé pour les deuxièmes années si vous connaissez déjà tout ça. Donc, les premières années, vous en saurez plus d'ici la fin de l'année, mais si vous n'en êtes pas encore là, je vais vous définir un petit peu ce que c'est qu'un ensemble convexe. Vous avez certainement déjà vu les ensembles convexes de l'ensemble de la droite réelle, mais donc ça se généralise dans des espaces vectoriels, des trucs un peu plus généraux. Et là, je vais faire juste dans C, pour le complexe, dans le plan. Ouais, d'accord. Alors, on va dire, une partie A de C est dite convexe lorsque, pour tout x et y dans A, et pour tout lambda appartenant à 0, 1, 1 moins lambda x plus lambda y appartient à A. D'accord? Alors, vous avez déjà dû voir ça, c'est qu'est-ce qui se passe en fait quand vous fixez x et y dans votre partie A? Alors là, j'ai fait plusieurs dessins ici, une patate. Donc vous prenez x et y et vous faites varier lambda entre 0 et 1. Ouais. En fait, vous décrivez ici tout le segment entre les deux. Parce que si vous réfléchissez un petit peu à vos cours de géométrie élémentaire, voilà, en prenant des combinaisons comme ça, vous restez entre les deux. Et vous voyez que quand lambda, quand lambda égale 0, ça fait x. Et quand lambda égale 1, ça fait y. Et quand vous prenez lambda égale 1,5, ça fait x plus y sur 2, ça fait la moitié. Et si vous faites comme ça bouger lambda entre 0 et 1, vous naviguez sur le segment qu'entre les deux. Donc qu'est-ce que c'est qu'un ensemble convexe? C'est un ensemble tel que, on va dire du plan, tel que dès que tu prends 2 points dans cet ensemble, tout le segment qui les relie, il est encore dans l'ensemble, entièrement. D'accord? Donc on peut faire des petits dessins comme ça, que ça se constate assez rapidement. Ici, si vous prenez une patate comme ça, ou une sorte d'ellipsoïde, d'ellipse remplie, ou un cercle, ou un disque, ça va être convexe. D'accord? Vous pouvez prendre un quart de plan aussi comme ça, c'est convexe. Parce que dès que tu prends 2 points, là, tac, vous pouvez prendre tous les points que vous voulez. Alors, il faut le prouver, d'accord? Tout le segment qui les relie reste encore dedans. Si vous prenez une fonction convexe, c'est vrai que dès la terminale, on parle des fonctions convexes. Qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui est au-dessus de ces tangentes. En fait, si vous regardez l'ensemble des points qui sont au-dessus du graphe, tel que y est supérieur à f de x, ça s'appelle l'épigraphe. Ça fait un ensemble convexe. Vous pouvez montrer ça. Bon, c'est plutôt culturel, je ne le montre pas, il faudra le détailler.
Alors du coup, des ensembles qui sont pas convexes. Bah, si vous prenez un croissant de lune comme ça, c'est pas convexe. Pourquoi? Parce que si vous prenez ces deux éléments-là, là, x et y, et le segment qui les relie, ben ouais, il va sortir du croissant de lune. Donc c'est pas convexe. Alors, ça aussi, c'est à intuiter. Si vous prenez des lunettes de Macron, là, voilà, d'aviateur, même en les reliant, bah, si vous prenez ces deux points-là, pif paf pouf, ça sort. Donc c'est pas convexe. For sure. Ok? Bon voilà, donc ça c'est pour les histoires de qu'est-ce que c'est qu'une partie convexe. C'est assez intuitif quand même, hein. Je vais pas développer, alors je suis désolé, c'est pas du tout un cours, c'est l'ensemble convexe, hein. Je fais ça pour pouvoir comprendre après ce qu'on fait dans notre théorème de Gauss-Lucas. Alors maintenant, bon, on va aller un peu plus loin. On va parler de combinaison convexe. On peut revoir un petit peu ici ce truc-là, là, avec deux points là, de x et y. Vous voyez ici, on a des coefficients devant là, et si vous faites la somme des deux, les deux sont positifs, et la somme des deux, ça fait 1. D'accord? 1 moins lambda plus lambda, ça fait 1. Et lambda est positif, et 1 moins lambda aussi, puisque lambda est compris entre 0 et 1. Donc vous pouvez généraliser ça et montrer par récurrence que si vous avez un ensemble convexe, et si vous prenez m points comme ça dedans, et si vous prenez maintenant des coefficients qu'on va appeler mu1 jusqu'à mu_m dans R+, positif, et dont la somme est 1, comme tout à l'heure avec les lambda et 1 moins lambda, et bien du coup, la combinaison linéaire là, que vous faites, eh bien, elle va être encore dans A. Donc vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle une combinaison linéaire, parce que c'est de la forme somme des mu k xk, mais comme en plus les coefficients qui sont là sont positifs et de somme 1, on parlera de combinaison convexe. C'est assez pratique, alors si vous avez déjà fait les espaces vectoriels, c'est facile à comprendre. Ouais, c'est un cas particulier de combinaison linéaire. Ok? Donc voilà. Donc vous pouvez montrer ça. Donc s'il est convexe, hop, il contient toutes ces combinaisons convexes. Ok? Et alors maintenant, on va reprendre. Alors on va s'intéresser à une partie A qui est pas forcément convexe. Ouais. Et je vais considérer ici juste une partie assez simple. C'est pour m'éviter des définitions trop compliquées. Je vais prendre une partie finie. Donc en gros, je vais prendre des points x1 jusqu'à xm, quelconque dans C, okay, et un nombre fini. Et je vais prendre A comme étant la partie qui est juste le nombre fini de points. Alors si vous réfléchissez, évidemment, A, en général, il n'est pas convexe, à moins que ce soit un singleton. Bah, c'est difficile s'il contient tout segment, si un segment c'est infini, donc c'est pas possible qu'il soit convexe. Par contre, vous pouvez définir comme ça là, ce qu'on appelle l'enveloppe convexe de A, ce qu'on appelle conv de A, en anglais UL. Ouais, conv de A, eh ben, c'est l'ensemble des combinaisons convexes de ces x1 jusqu'à xm. D'accord? Et où la somme, donc la combinaison convexe de ça. D'accord? Voilà. Et du coup, avec ça, eh ben, on peut montrer que conv de A, en faisant tous les trucs que vous pouvez comme ça, toutes les combinaisons convexes que vous pouvez, eh ben, ça fait un ensemble convexe. Et en plus, c'est le plus petit convexe qui contient A. D'accord? Et ça va être l'objet de notre fameux théorème de Gauss-Lucas. Alors, pour vous montrer un petit peu ce que ça fait sur les petits dessins. Voilà, donc vous avez, alors on a dit, on prend un certain nombre de points. Tac. x1, là j'en prends 3. x1, x2, x3. Et je fais, essayez de construire comme ça le plus petit convexe qui contient ces 3 points. Bah, forcément, s'il contient ces 3 points, forcément il contient le segment qui les relie, puisque c'est ce fameux convexe. Il contient tous les points qui les relient. Et puis après, si vous réfléchissez bien, bah, si vous prenez ce point-là, il est dans le conv. Ouais. Donc celui-là aussi. Celui-là aussi, et tous les segments qui les relient aussi. Ouais. Donc en fait, si vous réfléchissez bien encore une fois, ben, vous allez avoir ici, vous allez prendre le triangle rempli qui est que vous construisez avec, et en fait, ça, c'est un ensemble convexe. Et donc c'est le plus petit convexe qui contient x1, x2, x3. D'accord? Donc c'est l'enveloppe convexe de ce truc-là. Donc si vous en prenez plusieurs, comme ça, ben, si vous avez, je sais pas moi, prenez n'importe quoi, un truc comme ça, ouais, voilà, comme ça, ben, l'ensemble, la combinaison convexe, x1, x2, x3, x4 et x5, et ici aussi d'ailleurs, et ben ça va être cet objet-là, d'accord? L'enveloppe convexe. Ça marche? Voilà. Alors, ce qu'on va faire dans la suite, c'est qu'on va regarder l'enveloppe convexe des racines d'un polynôme. Allez, voici donc le fameux théorème de Gauss-Lucas qui est tombé à oral
Minpon MP 2025. D'accord? On se donne un polynôme P de C de X non constant et montrer que toute racine de P' est dans l'enveloppe convexe des racines de P. Donc vous voyez, c'est assez sympa, ça veut dire que tu sais que les racines de P' ne sont pas à Petechnock. Ouais, elles sont incluses dans ce petit truc là autour des racines de P, quoi. C'est assez marrant, quoi. Ouais, donc ça permet de localiser la racine de P' en fonction de celle de P. C'est assez sympa comme truc, je trouve. Alors pourquoi non constant? Oui, bah alors si P est constant, P' est nul. Donc tout le monde est racine, donc ça m'étonnerait que tout le monde sur l'enveloppe convexe, l'enveloppe convexe pardon, des racines de P. Donc il faut quand même supposer P non constant. Alors on va prouver ça. Peut-être avant, je vous propose, avant de se lancer là-dedans, on va utiliser la dérivée logarithmique, mais je vous propose de regarder ce que ça fait. Moi j'aime bien un peu bricoler comme ça, avoir un petit peu de mettre les mains dans le cambouis. Regardez ce que ça fait dans plusieurs cas. Ouais, alors je vous propose. Allez. Regardez d'abord ce que ça se passe, ce qui se passe avec le cas degré 2. Là c'est explicite. Hein. Faites le cas P est égal à xn-1 avec la racine unienne de l'unité là, ça c'est sympa. Et puis faites enfin le cas P scindé sur R. Scindé simple, scindé racine simple. Scindé simple sur R pour dans R de X. Dans R de X. Ok? Pour vous rendre compte un peu ce que ça fait. Ouais. Allez, je vous laisse faire ça. Allez, on regarde un petit peu ces cas particuliers. Alors je tiens à dire, je suis en train de préparer une vidéo justement où on va voir, on va aller un peu plus dans les détails sur certains polynômes, des trucs avec de la géométrie des racines. J'espère que ça vous plaira. Écoutez, à venir. J'espère que j'aurai le temps de le faire, mais en tout cas, ce sera, du coup, on aura un nouveau regard en utilisant ce théorème abstrait là. J'espère que ça vous plaira. Bon. Dites-moi si vous êtes motivé. Moi, je suis assez motivé pour aller chercher là-dessus. C'est une sorte de pot pourri de petits euros et assez sympathique avec de la géométrie et des racines de polynômes. Bon, on dira des nouvelles. Alors, on a dit, on regarde qu'est-ce que ça fait ce truc de terme de Gauss-Lutka avec le degré 2. Ouais. P égale à x au carré plus bx plus c. Donc, alors bon, les racines, ça dépend du discriminant, mais grosso modo, en fait, à chaque fois, on peut les exprimer comme lambda 1 égale moins b moins petit delta sur 2a, ou petit delta au carré, c'est le fameux discriminant, b carré moins 4ac. Et puis lambda 2, c'est moins b plus delta sur 2a. Voilà. Calculons P'. P', ça fait 2ax plus b. D'accord? Et alors, la racine de P', qu'est-ce que vous avez? Moins b sur 2a. C'est tout, il n'y en a qu'une. Mais regardez, moins b sur 2a, justement, quand vous faites lambda 1 plus lambda 2, sur 2, ça fait justement ça. Donc votre racine de P', c'est la moyenne entre les deux racines, lambda 1 et lambda 2. Et donc ça, c'est une combinaison convexe. D'accord? Bon, alors ça, vous le savez déjà, dans le cas réel, c'est quand vous dessinez une parabole comme ça. Ouais. On dessine une parabole. Tac. Et vous savez que quand vous avez... S'il y a deux racines réelles, ouais, lambda 1, lambda 2, vous savez que donc là, l'endroit où P' s'annule, c'est justement le minimum. Et c'est pile poil entre les deux. Ça, vous l'avez remarqué, quoi. Ouais. C'est vraiment entre les deux. Donc voilà, c'est la moyenne de lambda 1 et lambda 2. Bon, voilà, un petit éclairage. Donc, oui, c'est dans l'enveloppe, c'est dans l'enveloppe convexe. L'enveloppe convexe de lambda 1, lambda 2, c'est tout le segment qui est là. Mais en plus, ça a une position un peu particulière. Ouais, c'est vraiment au milieu. Bon, intéressant. On regarde xn-1. L'ensemble de ces racines bien connues, c'est l'ensemble des racines uniennes de l'unité. Alors, je crois qu'on appelle ça UN. Moi, à l'époque, j'appelais ça Rn. Bon, UN. Je vous ai fait R6 là. Ouais, donc, tac. Classique. Et là, c'est quoi P'? N, xn-1. Et du coup, il n'y a qu'une seule racine, c'est 0. Et donc, vous voyez ici, l'ensemble des racines. Et vous regardez son enveloppe convexe. Ça fait tout à l'intérieur là du polygone régulier. Ok? Évidemment, 0 il est dedans. Alors encore une fois, c'est marrant de remarquer que, bon là il n'y a qu'une seule racine, que c'est carrément au centre. C'est rigolo. C'est dans l'enveloppe convexe, mais c'est pas n'importe où, c'est assez rigolo, c'est assez remarquable. Bon, et troisième truc, je vous avais parlé des polynômes scindés sur R, scindés simples. Donc vous imaginez comme ça que vous avez n racines simples par exemple, et je les ordonne, réelles, lambda 1 inférieur à lambda 2 jusqu'à lambda n.
Que dire de P', des racines de P'? Bon, alors ça c'est classique, on le refera dans un autre exo Mine Télécom, là, bientôt. La racine de P', alors ça c'est de l'analyse, les amis. C'est que vous allez appliquer le théorème de Rolle entre deux racines consécutives, lambda 1 et lambda 2. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Donc P de lambda 1 égale P de lambda 2. On distingue, donc entre les deux, il y a P' qui serait nul. D'accord? Donc là, ici, vous avez une certaine racine xi1 appartenant à z de P'. D'accord? Théorème de Rolle. Bon, la fonction elle est infinie, donc ça va, c'est peinard. Et puis après, donc vous pouvez le refaire entre lambda 2 et lambda 3. Et en plus, c'est à l'intérieur, hein, c'est pas sur les bords, donc il n'y a pas moyen de répéter. Donc là, vous avez une deuxième racine différente, xi2, pareil, de P', etc. Jusqu'à xi n-1, une autre racine de P'. Donc vous avez trouvé comme ça, entre chaque racine consécutive de P, vous avez trouvé une racine de P'. Et au passage, vous voyez que P', avec sa petite remarque, en fait, il est aussi scindé simple. Bon, c'était pas demandé, hein, mais alors par contre, ici, quelle est l'enveloppe convexe des racines? C'est le segment lambda 1, lambda n. Et vous voyez qu'il y a les racines de P', elles sont dedans. D'accord? Bon voilà, c'était pour se voir un petit peu à quoi ça ressemblait sur des exemples un peu simples. Si vous avez d'autres polynômes sympas, enfin, ou une illustration assez rigolote, mettez-la en commentaire, moi ça m'intéresse. Moi j'ai passé à ces 3 cas comme ça, mais je suis sûr qu'il y a d'autres trucs sympas. Alors il y a plein d'autres trucs à dire. Et patience, hein, je prépare une autre vidéo là-dessus. Je vous en dirai un peu plus, voilà, dans d'autres vidéos. Allez, on passe maintenant à la preuve de ce fameux théorème. Ouais, alors que c'est pas hyper dur. Vous faites... Bon, on va écrire comme tout à l'heure. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Pardon, on prend un peu de nom constant. Donc, on écrit la décomposition facteur irréductible. Donc, on écrit dans C de x, on va écrire P, c'est égal à un certain A fois le produit des x moins lambda k à la puissance alpha k, pour k allant de 1 à r, un petit peu comme tout à l'heure, exactement comme tout à l'heure, où A appartient à C étoile, les lambda k sont dans C, sont la racine distincte, et puis les alpha k sont les multiplicités de P, et les alpha k sont les multiplicités, des multiplicités alpha k. Bon. On fait le coup de la dérivée logarithmique, donc P' sur P, c'est égal à la somme pour k allant de 1 à r des alpha k sur x moins lambda k. D'accord? Et alors, ça c'est fait. Ok. Et alors maintenant, on se donne une racine de P'. Ouais. Soit z appartenant, petit z appartenant à z de P'. Bon, il y a plusieurs cas. Le premier cas, alors si vous voulez le mettre là-dedans, il faut quand même que ce soit pas une racine de P. Donc on va dire si z appartient, petit z appartient à z de P, pardon. Si Pz égale 0, alors il appartient à conv de P, puisque l'ensemble des zéros est toujours dans l'enveloppe convexe. D'accord, donc pas de problème. Sinon, si z n'appartient pas à z de P, eh bien à ce moment-là, P de z est différent de 0, et P de z égale 0. Donc on peut utiliser ce truc-là, ouais, donc d'après, on va appeler ça étoile, d'après étoile, la somme de k égale 1 à r des alpha k divisé par z moins lambda k est égale à 0. Ça va jusqu'ici? Alors, maintenant, comment faire pour arriver avec ça à des informations sur z? L'idée, c'est de faire remonter le z en haut, donc on va multiplier par le conjugué de ça. D'accord? En haut et en bas. Donc évidemment, ici, on va obtenir le module de ça au carré. Donc,
ça va faire quoi? Somme de k égale 1 à r, alpha k. Donc en bas, on a dit qu'on avait module de z moins lambda k au carré. Et en bas, on a z moins lambda k bar. Et ça fait 0. Ça va jusqu'ici? Bien, alors oui, ben, vous n'oubliez pas que ça, c'est un entier. Ouais. Donc ça appartient à R. Et je suis content parce que j'ai fait remonter les Z en haut. Et puis bon, la barre me gêne un peu, donc je vais prendre juste la conjugaison de ça. Ici, ça va faire 0 bar, ça va faire 0. Et quand tu prends le conjugué de la somme, ça passe à travers la somme, et ça passe à travers ce truc-là qui est un réel. Donc par conjugaison, vous avez la même chose avec, sans le... On conjugue. On va avoir la même chose sans la barre. Ok? Et à l'occurrence, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de séparer la somme en deux. Et on sépare en deux. Donc ça va faire quoi? Ça va faire la somme de k égale 1 à r des alpha k sur module de z moins lambda k carré fois z, qui est égal à la somme de la même chose fois lambda k sur tout ce bazar z moins lambda k au carré qui allant de 1 à r. Voilà jusqu'ici. Alors évidemment, lui, il ne dépend pas de k. Donc on va le mettre à part, on va le sortir, et enfin on va factoriser. Et donc du coup, ici on obtient ce truc-là. Et ça là, vous voyez, ça c'est, on va l'appeler, je sais pas, on va le noter, je sais pas, c'est une somme. Je sais pas, comment vous voulez qu'on le note? On note M, par exemple. M, et c'est un réel. Et c'est un réel qui est non nul. Pourquoi il est non nul? Parce que c'est un réel positif. Strictement positif. Strictement positif, donc il est non nul en particulier. Ouais. Ok. Donc on va diviser. Donc Z. Alors, on divise par M et on le fait passer là-dedans. D'accord? Donc on va faire ça comme ça. On va dire que Z, c'est la somme de k allant de 1 à r des mu k lambda k ou mu k, et c'est ça divisé par m. C'est alpha k sur m fois z moins lambda k au carré. Ça va jusqu'ici? Est-ce que ça vous paraît bien ça? Z c'est ça. Tac, ça fait ça. On y va bien? Et alors qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ouais, ça fait penser à une combinaison convexe, non? Donc là, Z c'est une combinaison convexe, donc ça c'est les racines. C'est les racines de P. Les mu k, ils sont tous positifs. Ouais. Donc mu k est positif. Et si on fait la somme des mu k, ça fait m sur m. Parce que la somme de ces trucs-là, ça fait m. Donc la somme des mu k est égale à 1. Donc les mu k du coup sont dans 0,1 et la somme 1. Donc on a bien une combinaison convexe. Donc moralité, si z n'est pas un 0 de P, si c'est un 0 de P', eh bien, du coup, c'est une combinaison convexe des racines de P. Sympa, non? Et donc du coup, c'est dans l'enveloppe convexe de P. Voilà, c'est pas hyper dur, hein. Faut le prendre par le bon bout, mais surtout, il faut penser à la dérivée logarithmique. Alors avant de passer à une application assez originale, je vous propose une application classique, une application directe, et on va la faire en direct en live, donc je vais faire la correction en direct parce que vous allez voir c'est assez évident, mais c'est un résultat que vous pouvez aussi prouver indépendamment de ça, du théorème de Gauss-Lucas. Regardez un petit peu l'énoncé, soit P appartenant à R de X sans D, dans R de X. Alors tout à l'heure j'ai fait le cas sans D simple, mais là c'est carrément juste sans D. C'est-à-dire des racines éventuellement multiples. Voilà. Montrer que P' est scindé dans R de X. Ça n'a rien de complètement évident. Non? Pas si évident que ça. Voilà. Et donc, alors, bon, ça, vous pouvez le faire, par exemple, je sais pas si je l'ai déjà fait, moi, en vidéo, je me souviens plus. C'est un classique de ma feuille de TD. Ça, vous pouvez le faire dans le chapitre sur la dérivabilité avec des théorèmes de Rolle. Et aussi en exploitant un petit peu la multiplicité, en comptant un petit peu, c'est un raffinement, si vous voulez, du cas scindé simple. Mais là, alors, du coup, vous l'obtenez d'un seul coup. Pourquoi?
Alors, si vous ne voyez pas pourquoi, faites pause et cherchez un peu. Ouais. Sinon, on le fait direct. Pourquoi? Alors, comme P est scindé, il est scindé dans R de X, c'est-à-dire que toutes ses valeurs propres sont réelles en particulier. Donc lui, là, si vous le dessinez comme ça, vous avez, voilà, lambda 1. Alors, il n'est peut-être pas, il y a R valeurs propres, alors elles peuvent être multiples, hein, mais voilà, on va dire que les valeurs, qu'est-ce que je dis des valeurs propres? Les racines, ouais, les racines, on les ordonne, racines de P. Bon, et du coup, ben, les racines de P', elles sont dedans. Les racines de P', elles sont là-dedans, donc je sais pas où elles sont. Bon, voilà, hein, ça c'est la racine de P'. Donc xi 1, vous avez xi 1, allez jusqu'à je sais pas quoi, je sais pas, xi, je sais pas quoi. Ouais, xi truc. Donc les racines, en particulier, si ça je dessine comme ça, dans l'ensemble des convexes, toutes les racines sont dedans. Les racines, je veux dire, les racines complexes, en vérité. Mais en particulier, donc elles sont réelles, puisqu'elles sont dans l'enveloppe convexe de lambda 1, lambda R. Donc l'enveloppe convexe, ben, ça reste dans R. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Donc a priori, bon, les racines de P' sont complexes, mais comme elles sont dans l'enveloppe convexe des racines de P, et en fait que l'ensemble des racines de P, ben, vous voyez que l'enveloppe convexe, ça fait un segment qui est convexe, donc ben, elles sont dedans. Donc en particulier, les racines lexica sont réelles. Les lexica sont dedans. Donc du coup, il est scindé. Voilà, tranquille. Ouais, application directe. Alors, voici l'application que je trouve vraiment très très jolie. Vous allez voir, c'est vraiment sympathique. Alors, en fait, il s'agissait du même oral de tout à l'heure. C'est vrai que tout à l'heure, alors en plus, je me suis gouré, j'ai marqué au tableau, je sais pas si vous avez vu, j'ai dit MinPon, mais en fait, j'ai marqué X. Bon, en fait, c'est un oral MinPon MP 2025. Même si, bon, c'est tombé certainement à l'X, ce genre de truc. Hein. J'ai pas fait toutes les années, j'ai pas regardé tout ce qui est tombé sur les années précédentes dans les RMS. Bon, il y en a certainement qui sont tombés à l'X. En tout cas, à cause du cas, ça tombe à l'X. C'est un résultat tellement important. C'est même, ça doit être dans les Francinou, les Euro XENS, Francinou et compagnie. Là. Il y en a là. Mais voilà. Donc en tout cas, ici, l'année dernière, c'est tombé à Oral MinPon MP 2025. Ok. Alors regardez, c'est super joli. On se donne P appartenant à C de X non constant, encore une fois, et H un demi-plan de C qui contient une racine de P'. Demi-plan, alors pour le demi-plan, ouvert ou fermé, on s'en fout, comme vous voulez. D'accord? Peu importe. Et bien alors, il contient une racine de P. Et deuxième, alors et surtout, application assez inattendue, en déduire que P de H est égal à C. Alors, que dire de ça? Alors, on savait déjà qu'un polynôme non constant, c'est surjectif. Vous la connaissez, celle-là? Je l'avais fait en flash exo, c'est surjectif, parce qu'en fait, je vous dis pas, parce que ça vous aiderait peut-être par la suite, mais regardez le flash exo, c'est très facile de montrer qu'un polynôme non constant, c'est surjectif. Ok? En gros, grosso modo, c'est le théorème de D'Alembert-Gauss, voilà, appliqué à la bonne personne. Ok? Bien, et alors ici, c'est mieux que ça. Vous avez trouvé que il vous suffit d'un demi-plan pour recouvrir C tout entier avec P. C'est joli quand même. Ouais. Et en plus, vous allez voir, alors pour le coup, la preuve, c'est presque un flash exo. Vous pouvez le faire presque de tête. En tout cas, vous pourrez vraiment trouver l'idée de tête et après on l'écrit pour vraiment être sûr, mais c'est vraiment ça. Allez, je vous laisse chercher ça et j'espère que vous aurez plaisir à trouver. À vous de jouer. Alors, correction. Bon. Alors, on va le faire en mode flash exo ou pas? On essaye. Bon, alors, montrer que H contient une racine de P. Bah, évidemment, c'est pour l'absurde. C'est dans notre cas contraire, s'il contient aucune racine de P, où elles sont les racines de P, elles sont dans son complémentaire. Mais le complémentaire d'un demi-plan, c'est encore un demi-plan. Bon, s'il est ouvert, le demi-plan, l'autre il est fermé. Enfin, bref, voilà. C'est un demi-plan. Mais un demi-plan, c'est convexe. Non? Il y a besoin d'une preuve. Et donc du coup, l'enveloppe convexe de P, elle est encore dans ce demi-plan. Et elle sait contenir toutes les racines de P. Donc ça, c'est pas possible. Ok? On écrit? Par l'absurde. Si toutes les racines
si Z de P, dans le cas contraire, ouais, Z de P est inclus dans le complémentaire C privé de H. Et ça, c'est aussi un demi-plan. Ok. Et donc, donc convexe. D'accord. Donc conve. Et conve de P, c'est le plus petit convexe contenant P. Donc ça, c'est un convexe contenant le Z de P. Contenant Z de P, pardon. Donc il contient l'enveloppe convexe. Donc ça, c'est inclus dans C privé de H. Mais du coup, d'après le théorème de Lucas, le Gauss-Lucas, eh bien, c'est Félix, je crois, hein, Félix Lucas, je sais plus. Z de P', il est inclus dans C privé de H. Ah, et tout ça contredit l'hypothèse que H contenait une racine de P. Contradiction. Ça va? Contradiction. Bon, ok, cool. Donc il contient aussi, s'il contient une racine de P', il contient aussi une racine de P. Comment on montre le 2 alors? Le 2, là ça ressemble beaucoup à la surjectivité d'un polynôme non constant. Ici, vous prenez oméga appartenant à C. Il faut montrer que il existe, Z appartenant à H tel que oméga c'est P de Z. Tel que P de Z égale oméga. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On pose Q est égal à P moins oméga. Et évidemment, vu que Q' c'est égal à P'. D'accord? Donc du coup, H il contient une racine de P'. Donc H contient une racine de Q'. D'après le 1, qui contient une racine de Q. D'accord? Voilà, d'où Z, un certain Z appartenant à H, un certain Z appartenant à H, tel que Q de Z est égal à 0, c'est-à-dire P de Z est égal à oméga. Et donc, du coup, vous avez bien montré que C est inclus dans Z, dans l'image de P, donc l'image de P est égale à C. Pardon, pas image de P, P de H est égal à C. Sympa, non? Franchement, ça fait cette application si vous avez aimé. Petit pouce bleu pour ce truc-là, vraiment, ça vaut le coup. C'est assez sympa. Ouais. Alors, vous vous souvenez, comment on montre justement qu'un polynôme est surjectif à l'oral aussi, c'est pareil. C'est un peu la même gymnastique. Tu te donnes oméga dans C, et puis comme P est non constant, il admet, P moins oméga est non constant, il admet une racine, d'après D'Alembert-Gauss, et pim, c'est gagné. Donc là, c'est la même gymnastique, sauf que, c'est pas, il admet une racine dans H. Voilà. Donc une jolie application de ce théorème de Gauss-Lucas. Une autre application, alors je vais pas la faire ici, que vous pouvez trouver sur la chaîne de Fincaldero, qui est vraiment pas mal. Il le fait chaque année, vous trouverez facilement. Il le fait, c'est un développement d'agrégation. Qu'est-ce que ça vous dit? Il vous montre que si P est non constant, alors je sais pas s'il faut que ce soit de degré supérieur à 2, si P seconde divise P, why not, dans ces deux X, alors les racines de P sont alignées. Très joli également, hein. Très joli, mais attention, c'est peut-être pas si facile que celui-là. Il faut raffiner un peu Gauss-Lucas, je sais plus, j'ai pas regardé un peu les détails, mais voilà, c'est quand même, allez voir là-dessus, je pense que c'est bien fait. Je vous remettrai la vidéo en fin de celle-là de vidéo. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Également, mettez-moi un petit commentaire pour faire marcher un petit peu l'algorithme. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et partagez à vos connaissances, histoire que tout le monde en profite.
De mon côté, donc je vous prépare d'autres vidéos avec la géométrie des racines et des cas particuliers qui vont un petit peu affiner ce qu'on vient de voir ici. Donc j'espère que bon, alors c'est complètement indépendant comme vidéo. Je pense que je voulais faire une grosse vidéo avec plein d'applications en géométrie des racines. Finalement, alors les gens me disent, les élèves, j'ai l'impression qu'ils préfèrent plusieurs petites vidéos. Donc les vidéos fleuves apparemment si vous n'aimez pas trop. Bon, c'est vrai que j'en ai fait quelques-unes comme ça. À vous de voir. Donc soit je dégaine des mitraillettes de mini vidéos avec un exercice à chaque fois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, si vous préférez un gros truc, ou sinon si vous préférez, allez, je fais plusieurs vidéos comme ça, j'en balance. Pour moi c'est un peu pareil, hein, à monter, c'est un peu pareil. Bon, ça prend un peu plus de temps, mais ça fait plus de vues. Bon, je sais pas, comme vous voulez. Moi, c'est vrai que peut-être il faudrait mieux faire plusieurs petits formats. J'ai l'impression que vous préférez ça. Donc dites-le moi en commentaire ce que vous préférez. Allez, écoutez, moi je vous dis à bientôt pour de bonnes maths et n'oubliez pas que toute ignorance est inutile. Ciao, ciao.